Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous ne censurerons pas le gouvernement. Promesse hier soir d'Olivier Faure, le patron des socialistes. S'il est suivi par ses troupes, il pourrait éviter la censure à Sébastien Lecornu. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Pour le gouvernement, c'est une bonne nouvelle. Le PS, c'est sa planche de salut. Il fallait impérativement le contenter pour espérer se maintenir. Oui, et Sébastien Lecornu a donc tout lâché. La suspension de la réforme des retraites, pourtant présentée comme indispensable à l'équilibre des finances publiques, mais aussi le non-recours au 49.3 et la taxation des plus riches. Autant de totems de la Macronie sacrifiés à la gauche pour assurer la stabilité de l'Assemblée, car Emmanuel Macron avait prévenu hier matin en Conseil des ministres, en cas de censure, il n'aurait d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée. Une dissolution qui, selon Bercy, aurait coûté plus cher que la suspension de la réforme des retraites. De quoi justifier, dans l'esprit de Sébastien Lecornu, toutes ces concessions au PS qui a remporté hier une victoire symbolique sur le Premier ministre. Alors les députés républicains à présent, eux non plus ne voteront pas la censure, c'est ce qu'a déclaré leur chef de file Laurent Wauquiez. Pas sûr en revanche qu'il soit totalement suivi. C'est un peu la cacophonie, Alexandre, chez LR, depuis que Bruno Retailleau a quitté le gouvernement. Oui, d'un côté les députés favorables à la stabilité coûte que coûte, malgré donc l'absence de la moindre concession de la part du Premier ministre. LR n'avait rien négocié, ni loi immigration, ni baisse d'impôts, et n'a donc rien obtenu. En face, Bruno Retailleau dénonce un gouvernement otage des socialistes, quand François-Xavier Bellamy, David Lisnard et Florence Portelli, tous vice-présidents des Républicains, appellent désormais à censurer Sébastien Lecornu, signe que la rupture est désormais consommée entre les députés LR et le reste du parti. Merci Alexandre Chauveau. La suspension de la réforme des retraites, une énorme erreur, dénonce ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, Olivier Dussopt, l'ancien ministre du Travail qui avait porté cette réforme. Barthélémy Philippe, cette suspension figure dans le projet de budget qui sera soumis aux parlementaires. Qu'induit-elle exactement ? Concrètement, elle fige la montée en charge de l'âge légal à son niveau actuel, 62 ans et 9 mois, ainsi que la durée de cotisation pour une retraite à taux plein, 170 trimestres. Près de 4 millions d'actifs proches de la retraite vont en profiter pour partir quelques mois plus tôt que prévu. Mais cette suspension, qui doit durer jusqu'à la présidentielle, n'est pas sans conséquences financières. Le gel de la réforme coûtera 400 millions d'euros dès l'année prochaine et près de 2 milliards d'euros en 2027. Selon le Premier ministre. Désormais, la balle est dans le camp des aspirants à la présidentielle qui devront ajouter à leur programme le sauvetage de notre système par répartition au bord de la faillite. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Parmi les économies du budget présenté par Sébastien Lecornu, notez le coup de rabot de 600 millions d'euros sur les APL, les aides au logement, 500 millions d'euros sur MaPrimeRénov'. Par ailleurs, la TVA sur les biocarburants va également progresser. Plus d'1 million d'automobilistes pourraient être concernés. Ah oui, vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Oui, sur les biocarburants, coup de bambou. On annonce plus 50 centimes d'un coup. Ouais. La scène de Liesse, lundi, vous vous rappelez, le retour des otages en Israël et la grand-messe de Donald Trump en Égypte aussi nous l'aurait presque fait oublier. La guerre à Gaza n'est pas terminée. Et non, le Hamas continue de semer la terreur à Gazaville, menant désormais des exécutions sommaires de ceux qu'ils accusent d'être, je cite, des collaborateurs d'Israël. Exécutions filmées, diffusées, qui montrent la haine persistante envers les Israéliens. Et alors que les négociations se poursuivent autour de son plan de paix, Donald Trump s'est à nouveau montré ferme hier. Ils vont se désarmer parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient se désarmer. Et s'ils ne le font pas, nous les désarmerons. Ils savent que je ne plaisante pas. Nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous avons récupéré les otages. C'était notre priorité absolue, récupérer les otages. Le président américain qui a aussi exhorté le Hamas à restituer les dépouilles des otages décédés à Gaza. 4 ont été rendus lundi, 4 autres hier. Les identités d'Ouriel Baruch, Tamir Nimrodi et Ethan Levy ont pu être confirmées. 20 corps sont toujours attendus. Et les 20 ex-otages encore en vie, eux, ont bien retrouvé leur pays, mais ne sont pas indemnes. Loin s'en faut. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Depuis leur retour lundi, les ex-otages révèlent à leurs proches leurs conditions de détention et les récits sont glaçants, hein, Cyril. Oui, les ex-otages ont vécu un enfer sous terre. Privation de nourriture, de sommeil, mauvais traitement dans ces tunnels lugubres d'1 mètre de large seulement. Les anciens captifs ne voyaient jamais la lumière du jour. Elkana Babut a été enchaîné aux mains, aux pieds. Il a perdu la notion du temps et de l'espace. Sa tante a pu enfin le revoir pour la première fois à l'hôpital hier soir. Ruth Amiel confirme à Europe 1 que son petit-fils est physiquement très affaibli.
Et il nous a dit qu'il avait mal aux jambes, qu'il avait mal au dos, qu'il avait mal au ventre. Je suis restée 2 heures. Entre deux, il l'amenait faire un examen, il revenait, il l'amenait faire une séance de psy, il revenait. Et bien sûr que je l'ai enlacé. Pendant sa captivité, Matan Angrest, blessé à la main et au doigt, a subi une intervention sans anesthésie qui a aggravé son état. Il a enduré la torture dans son corps, mais aussi dans son esprit, révèle son frère Ophir à la télévision israélienne N12. Le Hamas a cherché à briser son esprit par une terreur psychologique constante. Mais il a senti que le peuple israélien et l'armée ne l'avaient pas oublié, ce qui lui a donné l'envie de continuer à survivre. Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah ont rencontré hier les 5 ex-otages à l'hôpital Beilinson. Ces témoignages bouleversants, glaçants sur les conditions de détention inhumaines à Gaza émeuvent profondément en Israël. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct de Tel Aviv pour Europe 1. À noter qu'Israël rouvre aujourd'hui le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza, ce qui permettra l'acheminement de 600 camions d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. En Iran, 2 Français condamnés hier à 6 et 10 ans de prison pour espionnage au profit de la France et d'Israël. Arrêtés le 9 mars 2023, leur identité n'a pas été révélée. Il pourrait s'agir de Cécile Collère et Jacques Paris, mais tous 2 ont été arrêtés en mai 2022. Et la menace terroriste est de nouveau très élevée en France. Oui, au lendemain de la minute de silence observée dans les collèges et les lycées en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, ce constat est terrifiant. Il y a aujourd'hui plus de condamnés pour terrorisme islamiste en liberté que derrière les barreaux. 10 ans après les attentats du 13 novembre, ceux qui ont purgé leur peine sont déjà dehors ou sur le point de l'être, avec le risque de récidiver, William Molinier. 351 terroristes islamistes sont actuellement incarcérés dans les prisons françaises. Autant sont sortis de prison depuis 5 ans. À cela, il faut ajouter les centaines de détenus de droit commun détectés comme radicalisés et depuis libérés. La plupart des djihadistes revenant de Syrie, condamnés à leur retour sur le sol français, sont par exemple dehors. Certains doivent encore pointer au commissariat. D'autres, au profil plus sensible, sont discrètement suivis par les services de renseignement. Mais une seule cible mobilise une dizaine d'agents 24 heures sur 24, c'est beaucoup, il faut trier, prioriser. Or, le terrorisme est une affaire de cycle. La récidive s'étudie sur le temps long. Les spécialistes estiment que ce risque de réitération intervient dans les 7 à 10 ans après l'incarcération, lorsque les sortants de prison se sont fait oublier qu'ils sont passés sous les radars du renseignement, zone d'ombre critique où les passages à l'acte violent peuvent alors ressurgir. William Molinier, à 8h08 sur Europe 1, l'anniversaire de Goldorak, la star de nos années Récréa 2, fête ce mois-ci 50 ans, né en 75 au Japon, arrivé en France 3 ans plus tard. Pour célébrer cet anniversaire, une intégrale BD dessinée par le créateur de Goldorak vient de paraître, Sébastien Bordenave. Si je vous dis Go Nagai, vous risquez de ne pas trop savoir quoi répondre, mais si je vous dis Goldorak, là c'est toute une époque qui renaît, le souvenir nostalgique de centaines d'heures passées devant la télé, fasciné par des combats ultra-violents de robots de l'espace, de créatures maléfiques et du mystérieux et néanmoins sexy prince Actarus. Eh bien, Go Nagai, 80 ans aujourd'hui, c'est le créateur de tout ce petit monde. Il a écrit dans sa carrière plus de 400 mangas et il est considéré comme un maître du genre sur la planète Terre. Quand il a conçu Goldorak, c'était d'ailleurs à l'époque une commande, celle d'un marchand de jouets. Go Nagai a reconnu 2 inspirations majeures pour cette série culte, Godzilla pour son apocalyptisme urbain débridé et Gustave Doré illustrant l'enfer de Dante. Pour les 50 ans du robot, vient de sortir un jeu de stratégie Goldorak, un jeu de tarot Goldorak, mais surtout UFO Robot Goldorak, une BD des toutes premières histoires originales, des illustrations couleurs jamais publiées en France. Bref, une BD coup de poing, fulgure au point même. Sébastien Bordenave. Ouais, on a tous en tête les attaques de Goldorak. On va pas les faire. Merci Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1.